Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour écouter cette courte présentation enregistrée, au cours de laquelle je vais partager quelques-unes de mes expériences de collaboration avec le feu Shaman Rinpoche sur cette très belle œuvre qu'est la Voie vers l'éveil. Quelques-uns de mes souvenirs du processus de travail avec lui, ce qu'il en était de travailler avec lui, et ce que j'en ai retiré en termes d'expérience sur l'importance de l'Ojong ou de l'entraînement de l'esprit comme pratique telle que Shaman Rinpoche souhaitait le partager avec nous. Je voudrais commencer par remercier Jigme Rinpoche. Merci Rinpoche de m'avoir invité à donner cette présentation. Et merci à tous mes amis pour tout leur travail sur ce programme de commémoration à l'occasion du 10e anniversaire du départ de Shaman Rinpoche. Merci d'avoir organisé ceci et merci de m'avoir demandé de partager quelques-unes de mes expériences. C'est très difficile de croire que 10 ans se sont déjà écoulés depuis le départ de Shaman Rinpoche. Sa présence demeure si vive et si vivante. Alors c'est une importance vitale pour moi, comme je suis sûre que ce l'est pour beaucoup d'entre vous, avoir cette opportunité de revenir sur cette incroyable opportunité que j'ai eue de travailler étroitement avec lui sur ce projet a été un vrai cadeau en cette période où, bien sûr, mes pensées sont encore plus que jamais avec lui. Peut-être que la meilleure façon est de commencer à parler de comment j'en suis venue à travailler sur ce texte avec Rinpoche. À la base, j'ai commencé à voyager au centre de Shaman Rinpoche à Natural Bridge en Virginie. Ce devait être en 2001. Après avoir eu l'opportunité de me familiariser avec les enseignements incroyables de Rinpoche, alors que j'étudiais au Kibi à New Delhi en 99 et 2000. Rinpoche avait très aimablement accepté de travailler avec moi quand je lui ai demandé sur ma propre recherche sur Saraha. Il a travaillé avec moi dessus et m'a donné un énorme soutien. J'ai commencé en 2001 d'avoir un rythme régulier à passer 1 à 2 mois par an en Virginie. Quand Rinpoche était là pendant l'été. Nous avons travaillé sur une variété de choses ensemble pour un certain nombre d'années. Il m'a aidé avec mes difficultés sur le texte de Sarah, ses chants adamantins. Ce devait être quand j'étais là en 2006. Quand j'étais là, Shaman Rinpoche avait dicté à l'un de ses proches disciples, Sylvia Wong, ses enseignements sur l'Ojong, sur l'entraînement de l'esprit. Elle avait transcrit ses enseignements et il réfléchissait à avoir quelqu'un qui pourrait éditer le texte avant sa publication. Alors, il m'a demandé d'y jeter un œil, ce que j'ai fait, et j'avais beaucoup de questions sur le contenu du texte. Moi-même, à ce stade, j'avais très peu d'expérience avec l'Ojong. Alors, j'avais beaucoup de questions sur la structure, sur comment fonctionnaient les pratiques et tout ce genre de choses. Alors, nous en avons beaucoup parlé.
À l'époque, Pamela White, que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être, était aussi à Natural Bridge et je parlais avec elle à ce propos. Je lui ai montré le draft que Rinpoche avait dicté à Sylvia Wong. Et quand Pamela l'a regardé, elle a relevé la partie du texte où la manière de cultiver ou de travailler à générer la bodhicitta, les deux bodhicittas, est exposée selon un ordre explicite. Elle avait noté que l'ordre qui mettait la bodhicitta conventionnelle ou relative en premier, pour ensuite aller à la bodhicitta ultime, qu'elle avait vu cet ordre présenté de différentes manières et avait une question à ce propos. Alors, quand je retournais voir Shamar Rinpoche, avec les questions et les commentaires, Rinpoche a commencé à réfléchir très profondément. Bien sûr, il avait déjà réfléchi très profondément et il a commencé à réfléchir encore plus profondément sur la structure du texte. Il a commencé à regarder différents commentaires sur l'entraînement de l'esprit qui avaient été écrits par différents grands maîtres, comme il l'évoque dans l'introduction. Il mentionne par nom les textes qu'il avait consultés. Par exemple, il fait référence au commentaire du 5e Shamarpa, le commentaire de Nukchu Togme, le commentaire de Taranata, le commentaire de Jangun Lodro Taye. Et il a observé que l'ordre de la bodhicitta relative et ultime est différente dans les différents commentaires et qu'il y avait parfois un ordre légèrement différent des slogans, des préceptes. Ceci a semblé provoquer en Rinpoche un souhait de prendre plus de temps et de vraiment décider comment il souhaitait précisément présenter les 7 points de l'entraînement de l'esprit, ainsi que l'ordre des enseignements sur la bodhicitta relative et ultime, et pourquoi et comment il souhaitait précisément travailler avec les slogans. Ceci a lancé un processus de remise en question complète du travail qu'il avait déjà fait. Alors, nous avons commencé à travailler ensemble dessus. Le processus a duré plusieurs années. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs années. C'était un privilège incroyable pour moi d'avoir cette opportunité de travailler de façon si étroite avec Rinpoche. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble en Virginie, comme je l'ai dit. Nous avons aussi passé beaucoup de temps à y travailler au centre de Washington, D.C. Pas le centre qui est encore actif aujourd'hui, mais à l'emplacement précédent. Et entre le temps que je pouvais prendre pour travailler avec Rinpoche sur le texte, nous avions coutume de travailler par Skype. Et nous avons travaillé très régulièrement par Skype, très intensément. J'ai eu l'incroyable opportunité de voir la profondeur et le soin avec lesquels Shamar Rinpoche réfléchissait et enseignait et considérait de façon vraiment profonde ce qui était le plus bénéfique pour les gens, comment il souhaitait présenter les choses et les pratiques qui seraient le plus utiles pour les gens, afin qu'ils progressent le
plus possible de façon autonome. Car selon comment et où nous vivons, la possibilité d'être près d'un enseignant pour avoir des conseils réguliers peut être un peu limitée. D'après ma compréhension, c'était une grande partie de l'attention que Shamar Rinpoché portait à Lojong, ou l'entraînement de l'esprit, comme pratique principale de ces centres, comme une façon pour tout et chacun d'avoir l'opportunité de progresser de façon incroyable dans leur pratique, leur apprentissage et leur compréhension, sans forcément avoir besoin du type de relation intense et proche avec un enseignant qui est nécessaire, par exemple, pour poursuivre la voie des tantras. Au cours des années pendant lesquelles j'ai pu travailler avec Shamar Rinpoché, il a présenté beaucoup de types d'enseignements différents et nous en voyons de nombreux présentés dans le curriculum Bodhipath. Parfois, il donnait ses enseignements à ceux d'entre nous qui étaient à Natural Bridge à l'époque. Alors, nous avons eu l'opportunité d'essayer une diversité de pratiques. Une fois qu'il a commencé à vraiment rentrer en profondeur dans l'entraînement de l'esprit, il a vraiment mis l'accent dessus comme la pratique de base qu'il voulait que les gens entreprennent. Et comme lui-même le dit dans le texte, ceci est un texte qui peut emmener une personne sur le premier bhumi dans une seule vie. Il avait pleine confiance que travailler avec l'entraînement de l'esprit était une voie à part entière vers l'éveil, d'où le titre du livre, bien sûr. La façon que nous avions coutume de travailler ensemble, Shamar Rinpoché était si brillant, il était si vif et avait une telle capacité de travailler avec des quantités énormes d'informations et de les organiser d'une multitude de façons brillantes. Alors, ce qu'il faisait, il me demandait de lui lire ses propres mots. Alors, je lisais le texte. Cela a commencé avec le texte initial qu'il avait dicté à Sylvia. Je lui lisais et il y réfléchissait. Il suggérait des modifications et des réagencements. Je les appliquais et je lui lisais la version révisée le lendemain. Nous avons travaillé sur tout le texte au cours de plusieurs mois de travail intensif. Nous sommes arrivés à la fin et puis il a mis une croix dessus. Un processus qui s'est répété en fait 2 fois. Finir le livre et puis l'annuler et tout recommencer. Alors, quand nous avons recommencé de nouveau, ce qui est arrivé 2 fois, Rinpoché, il enseignait, il parlait. Bien sûr, il
passait son temps à préparer, à réfléchir, à considérer, et il donnait les enseignements que je transcrivais quand il parlait, alors qu'il parlait. Et puis je prenais le temps de tout parcourir, faire l'editing. Bien sûr, cela a pris du temps que d'estimer ce qui était acceptable en termes de quantité d'editing. C'était une opportunité de m'assurer que je comprenais ce que Rinpoche disait, son intention. Et le jour suivant, je lui disais ce que j'avais édité et il fermait ses yeux, penchait sa tête légèrement en arrière pour écouter. Je lui disais, parfois il m'arrêtait, il rajoutait quelque chose, disait quelque chose, et je tapais et nous continuions ainsi. Il écoutait et puis il revenait en arrière et soit il changeait des choses ou révisait, coupait, bougeait des choses. Il avait la capacité de m'écouter lire pour 5, 10, 15 minutes. Il ne faisait qu'écouter, écouter, écouter. Il tenait tout cela dans son esprit et puis il réorganisait, il éditait, il repensait et puis il me disait ce qu'il fallait faire, comment il fallait changer. Donc ce n'était pas un travail direct sur un texte écrit. Il avait une incroyable capacité. Sa mémoire était juste phénoménale. Et sa capacité de retenir tout le texte et le travailler, c'était juste incroyable. Et nous avons continué avec ce processus d'aller-retour avec Rinpoche, comme bien sûr la source. Et puis je retravaillais avec la langue et lui relisais. Et puis nous refaçonnions le texte. Quelquefois, nous travaillions avec le vocabulaire tibétain. Parfois, il y avait des citations en tibétain uniquement. Il me donnait le sens qu'en soi, il n'y avait pas de traduction disponible ou que les traductions disponibles ne correspondaient pas exactement à la compréhension de Rinpoche. Alors il m'expliquait. Je travaillais avec le tibétain et m'efforçais de trouver la traduction la plus juste possible qui correspondait au sens que Rinpoche souhaitait communiquer. Alors des portions du texte ont été traduites du tibétain, en fait des larges portions, et parmi elles, il y avait les vers racines avec les slogans entre sur lesquels nous avons travaillé ensemble. Je tentais d'en donner une traduction et de lire à Rinpoche et il me corrigeait. Aussi son introduction qu'il a composée en tibétain et que j'ai ensuite traduit et bien sûr revu avec lui après. Rinpoche souhaitait par-dessus tout, avant tout, que ce texte soit utile et bénéfique. Quelque chose avec lequel les gens pouvaient travailler, et cela quel que soit là où ils en étaient dans leur parcours. Je pense que sa présentation du texte donne des points d'accès à toute personne et cela peu importe où nous en sommes quand nous abordons ce texte, il y a une porte d'entrée pour tous. Après la première édition du texte, juste pour vous donner un aperçu de comment je comprenais son souhait que
que le texte soit le plus bénéfique et fonctionnel que possible comme chemin de pratique à part entière. Après la parution de la première édition avec Motinal Banarsidass à Delhi en 2009, bien sûr, il y avait beaucoup de retours, les gens avaient différentes questions, des commentaires, des corrections, toujours adressées au travail que j'avais fait. Rinpoche n'a jamais exprimé le moindre agacement avec les erreurs que j'avais faites et j'en suis très très reconnaissante. Il était vraiment extrêmement bienveillant et extrêmement patient avec moi. Et quand les gens avaient des commentaires et des suggestions, il ne montrait jamais la moindre irritation. Il y réfléchissait profondément. Et quand une suggestion était vraiment aidante, il l'appliquait, avec aucune hésitation ou question. Je voulais juste partager un exemple, en particulier en relation avec la partie du texte où la première pratique de Shiné est présentée. Pardon, j'essaye de trouver le meilleur équilibre entre laisser mon cœur parler librement et suivre quelques notes que j'ai rédigées pour ne pas m'égarer complètement. Alors, je vais juste chercher quelques numéros de page. Alors, ici, dans la première pratique de Shiné, dans la version du texte publiée par Delphinium Press en anglais, la première version de la pratique de Shiné qui est à la page 54, après la discussion sur la posture correcte de méditation, nous lisons d'abord, représentez-vous votre souffle comme un faisceau de lumière clair et très fin. Tandis que vous inspirez et expirez, vous vous concentrez sur ce rayon de lumière qui entre et sort par vos narines. Dans la première édition du livre de Motilal, la description était quelque peu différente. Cette version du texte disait que d'abord, visualisez votre souffle comme un brillant faisceau de lumière étroit et en forme d'arc. Quand vous expirez et inspirez, vous vous concentrez sur ce faisceau de lumière en forme d'arc qui entre et sort par vos narines. Au fur et à mesure que les gens ont entrepris les pratiques telles qu'expliquées par Shamar Rinpoche dans le texte, il a reçu beaucoup de questions de gens qui avaient du mal avec l'idée d'un faisceau de lumière en forme d'arc, qui devenait pour certains une fixation et posait des difficultés. C'était comme, vous savez, si ce faisceau de lumière devenait soudainement quelque chose de solide à cause de la forme telle qu'elle était décrite. Cela soulevait des questions, par exemple, quand j'inspire, jusqu'où dois-je aller? Et quand j'expire, où est-ce que cela touche? Et donc, sa forme causait vraiment des obstacles aux gens. Alors, après y avoir réfléchi attentivement, Rinpoche a décidé de changer la façon dont nous visualisons le souffle, comme un simple faisceau de lumière. Et il n'a pas hésité à faire son changement, et il n'hésitait pas à faire tout autre changement. Au fur et à mesure qu'il recevait des retours de personnes qui faisaient la pratique et lisaient le texte, il voulait simplement que le texte puisse être le plus propice possible pour permettre aux gens d'adopter les pratiques de la façon la plus accessible et bénéfique que possible. Alors la souplesse de Rinpoche, sa flexibilité constante, était juste une façon incroyable de travailler. C'était un enseignement vraiment incroyable pour moi
de ne pas m'attacher à quoi que ce soit comme produit fini. Surtout le processus de recommencer à zéro le livre à plusieurs reprises. C'était une grande leçon pour moi de lâcher prise sur mes idées, de ce que cela signifie, que de finir quelque chose et de m'imaginer que j'ai fini une fois pour toutes, ce qui n'était jamais le cas et ne l'est toujours pas. Je veux dire par là, entreprendre la pratique de ce texte maintenant est mon souhait de continuer à travailler avec les enseignements de Shamar Rinpoche. Alors, un autre aspect que je voulais partager à propos de ma façon de travailler avec Rinpoche, surtout avec lui en personne, parce que peut-être que c'est quelque chose d'agréable à entendre. Rinpoche avait un emploi de temps incroyable. Il travaillait toujours avec tant de personnes différentes et avait tellement de choses différentes sur le feu en même temps. Et en plus, il prenait le temps de travailler sur ce projet qui était tellement important pour lui. Il ressentait vraiment que ce serait tellement bénéfique d'y consacrer son énergie, ce qu'il a fait. Nous nous y mettions pour quelques heures. Parfois, partions pour une promenade, prenions un goûter, buvions un thé, nous détendions un peu. C'est une façon tellement organique de travailler. Parfois, il y avait un appel urgent, ou un visiteur, ou quelque chose qui pouvait dramatiquement changer le cours de la journée, ou de plusieurs jours, ou une semaine. C'était assez impossible de savoir très en amont ce que serait l'emploi du temps. Mais j'ai des souvenirs très vifs et heureux de ce temps de travail avec Rinpoche à Natural Bridge dans sa maison, que beaucoup d'entre vous ont eu, j'espère, l'opportunité de visiter, soit dans la salle à manger, assis à la table, soit dans son bureau, où il était assis vous savez, sur le siège traditionnel, le siège de lit traditionnel. C'était comme un canapé, mais avec un dessus plus dur et un joli tapis dessus. Et il avait un bureau installé dessus et une très belle vue depuis les fenêtres sur les arbres. Il était entouré de livres et pour ceux d'entre vous qui connaissaient l'espace tel qu'il est maintenant, c'était avant que le bureau ne soit installé au sous-sol où il est maintenant. À l'époque, c'était le temple. Alors, de temps en temps, nous travaillions là. Alors, je m'asseyais par terre et lui s'asseyait sur ce type de canapé traditionnel. Et quelquefois, nous travaillions dans le salon, comme je le disais. Quand nous travaillions à Washington, D.C., mon souvenir le plus vif et l'endroit où nous avions travaillé le plus régulièrement, c'était assis dans la salle de méditation, sous une grande tanka des 21 Tara. Rinpoche était assis sous la tanka, alors qu'il parlait et réfléchissait. Mon regard se promenait constamment vers ces 21 Tara. Alors cette présence des 21 Tara est si profondément liée avec mon expérience de travail sur ce texte.
Je ressentais que chaque pas sur le chemin était si merveilleux. Et quelquefois, nous nous asseyions dehors, à une table, vous savez, à une heure agréable de la journée, au coucher du soleil, par exemple, et discutions de choses qui étaient soulevées dans le texte, alors que Rinpoche considérait vraiment précisément comment il voulait agencer les choses dans le texte. Et vraiment la question s'il fallait commencer les enseignements directs sur la bodhicitta avec le relatif ou l'ultime est un sujet qui revenait régulièrement et il prenait grand soin et portait beaucoup d'attention à prendre une décision sur comment il voulait faire cela. Je reviens juste un moment sur mes souvenirs du travail avec Rinpoche à Washington sous la Tanka des 21 Tara. J'ai un autre joli souvenir quand nous revenions sur la section sur la pratique de Shiné et sur le comptage du cycle des 21 respirations. Rinpoche réfléchissait au timing par rapport aux conseils qu'il donnait aux gens qui voulaient faire une retraite ou qui veulent, disons, mesurer les cycles des 21 respirations avec le décomptage du temps, au lieu de garder en tête le nombre de cycles si cela devenait compliqué pour la pratique d'accumuler un nombre de tours. Ce n'est pas le bon mot pour la pratique de Shiné, mais plutôt le nombre de fois que l'on accumule le cycle des 21 respirations jusqu'à arriver à un nombre conséquent afin de cultiver ce calme incroyable, cette concentration et cette facilité. Alors Rinpoche a décidé que je devais le chronométrer en train de compter 21 respirations. Alors je me rappelle que nous étions assis et j'avais mon chronomètre et nous avons fait cela un certain nombre de fois. Rinpoche se mettait en posture de méditation assise et en silence comptait ses 21 respirations. Nous l'avons fait plusieurs fois et nous nous sommes finalement mis d'accord sur 5 minutes comme temps en général qu'il fallait pour faire 21 respirations. Bien sûr qu'il faisait toutes ces pratiques lui-même. Il ne nous demandait pas de faire des choses qu'il ne faisait pas. Et il essayait toutes ces choses afin de nous donner le meilleur conseil. Alors pour moi, l'opportunité d'être avec lui alors qu'il entreprenait ces différentes pratiques et de garder et qui me demandait de garder une trace des choses comme le temps, c'était une incroyable opportunité et une vraie bénédiction pour moi de pouvoir être avec lui au cours de tout ce processus. Je suis profondément reconnaissante. Il y a un court passage dans La Voie vers l'éveil qui m'a fait réfléchir à mon expérience de travail avec Rinpoche, où il parle d'Atisha qui voyageait à Sumatra pour travailler avec Serlingpa. Alors Atisha passa ses années avec Serlingpa à Sumatra. Et quand il repartit en Inde, Serlingpa lui donnait 6 textes. Et maintenant je lis du passage, page 36, lui donna 6 textes contenant l'essence condensée du Mahayana.
Très versé dans les sutras aussi bien que dans les tantras, Atisha réalisa qu'il avait en effet les clés donnant accès au trésor des enseignements du Bouddha. Et ici, le commentaire a vraiment fait écho pour moi, alors que je réfléchissais au privilège de travailler avec Rinpoché sur ce texte. Il dit qu'Atisha éprouva une profonde gratitude pour son mentor spirituel et se réjouit de l'heureuse fortune des êtres sensibles. J'ai réalisé que cette combinaison d'incroyable gratitude envers Shamar Rinpoche et une profonde réjouissance que ce texte soit disponible est quelque chose que je pense que tous ceux d'entre nous qui avons travaillé et avec ce texte ressentent. Toutes les personnes qui l'ont traduit depuis qu'il est sorti en anglais, tous ceux qui l'ont traduit dans plein de langues, et de personnes qui ont travaillé avec ce texte de différentes manières, nous savons tous que ceci est une manifestation de l'immense bienveillance et générosité de notre enseignant. Oui, gratitude et réjouissance. Ce sont les deux grands thèmes qui me viennent vraiment à l'esprit quand je fais un retour sur cette expérience. Je crois qu'un autre point important que nous pouvons retirer en réfléchissant à ce texte et auquel je tiens particulièrement, parce que je sais le travail intense que Rinpoche a consacré à ce texte. Ce n'est pas quelque chose qui est survenu rapidement. Il n'a pas juste dit « bon, c'est bon, allez-y ». C'était des années de travail soigneux, minutieux, très intentionnel. Chaque mot dans ce texte est intentionnel. Rien n'est accidentel. Je veux dire, sauf des erreurs qui sont littéralement des accidents de ma part. Mais le sens du texte, sa structure, tout est très intentionnel et basé sur les souhaits de Rinpoche pour nous. Pour moi, où que j'aille, j'emmène mon exemplaire de ce texte avec moi. Même ayant travaillé avec Rinpoche tel que je l'ai fait, n'était pas suffisant pour le faire entrer dans ma tête. Je pense que pour vraiment le mettre en pratique, c'est un texte qui n'est pas juste fait pour être lu et mis de côté. C'est un texte pratique. Alors, lire, réfléchir, méditer, ce que nous entendons maintes fois comme nos instructions, ce texte, et comme tous les textes du Dharma, il doit être travaillé de cette façon. Et pour moi, même si je connais très bien le texte, j'en tire quelque chose de nouveau à chaque fois que je le regarde. Et je ne peux toujours pas le lire vite. Je lis un petit passage à la fois et puis j'essaye de vraiment de m'asseoir avec. Et pour moi, il dévoile et révèle des nouvelles strates chaque fois que je travaille avec. Maintenant, parce que l'une des décisions principales que Rinpoche ait prises avec ce texte était la présentation des enseignements sur la bodhicitta ultime avant les enseignements sur la bodhicitta conventionnelle ou relative, puisque c'était un des points qu'il avait vraiment considéré. Et en fait, la considération de ce point était vraiment à la genèse de la décision de Rinpoche de mettre un frein à la version initiale
et de vraiment retravailler dessus et de créer son propre commentaire à la manière traditionnelle. Alors peut-être serait-il utile de revenir ce qu'il y avait derrière cela. En même temps, je dirais que la bodhicitta est aussi au cœur, selon ma compréhension de la pratique de l'Ojong, de l'entraînement de l'esprit. Et en fait, à la page 87 de la version française, Rinpoche écrit que les 7 points de l'entraînement de l'esprit sont en essence un entraînement en 7 points de la bodhicitta, l'intention altruiste. L'objectif principal est de développer la bodhicitta pendant que dans le même temps, on entraîne l'esprit à se concentrer. Et sur la base de cela, ce développement, cet entraînement à la bodhicitta et la capacité de l'esprit à se concentrer, Rinpoche nous assure, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous pouvons atteindre le premier bhumi en une vie, et seulement par la pratique de ceci. Donc, pour la présentation de la bodhicitta sous ces 2 aspects, il commence par la bodhicitta ultime, qui est l'aspect de sagesse de la bodhicitta. Il dit à la page 71 de la version française, « Quand on croit à la réalité du soi, de ce qui est autre et de ce qui se passe entre les deux, même la pratique consistant à générer l'amour bienveillant peut devenir cause de souffrance et d'inquiétude. » Et cela parce que, par exemple, pour générer l'amour bienveillant ou pour générer la compassion, si nous croyons vraiment en un soi et autrui et qu'il y a un type de transaction, de quelque chose qui prend place entre les deux, et que tout cela a une sorte de réalité essentielle, cela peut vraiment être très stressant et douloureux. Et causer des sentiments de burn-out, de tristesse ou le sentiment d'être vidé. Au lieu de s'engager dans la pratique dans un mode sans saisie et attachement pour le bienfait des êtres et pour cultiver notre propre esprit et notre intention. Et la façon d'agir avec compassion et amour sans être vidé et sans que cela ne soit, comme le dit Rinpoche, cause de souffrance et d'inquiétude pour nous-mêmes. Commencer avec la bodhicitta ultime, avec l'aspect de sagesse et la vision de la vacuité et la façon de créer les bonnes conditions, selon la présentation de Rinpoche. C'est la bonne façon de créer les bonnes conditions pour nous de mettre en œuvre notre compassion, de mettre en œuvre notre amour bienveillant et de mettre en œuvre notre bodhicitta relative. Et par relative, je ne veux pas dire moins important. Le relatif ne veut pas dire moins important que l'ultime. Le relatif est simplement comment la bodhicitta fonctionne comme quand nous sommes engagés dans le monde relatif avec les êtres sensibles, nos semblables, qui saisissent tous la vue d'un soi et la souffrance qui en découle. Et alors, la capacité d'agir non seulement avec amour et compassion, mais de façon effective et efficiente et qui est un bienfait pour autrui et pour soi et ne cause pas de mal, cela doit être informé, porté
par l'aspect de sagesse de la bodhicitta ultime, qui lui-même, explique Rinpoche, à deux stades de développement. L'un est la compréhension analytique de la vacuité, et bien sûr le deuxième qui est l'expérience directe de la nature vide de tous les phénomènes, qui est cultivée par la méditation de la vision supérieure ou l'acton. Donc, c'est le conseil de Rinpoche dans ce texte que nous commencions par la bodhicitta ultime et que de là, nous nous engagions dans la bodhicitta relative, qui porte sur l'aspect d'interaction avec les autres êtres sensibles. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de différents commentaires de Lojong. Certains présentent la bodhicitta relative d'abord. Ce n'est pas bien sûr dire que cela soit faux ou erroné, c'est juste un choix différent dans la façon de présenter. Cette flexibilité, ce vaste espace des enseignements, cette capacité des enseignements à pouvoir être adaptés aux besoins et capacités des êtres sensibles est un des aspects extraordinaires des enseignements bouddhiques. Ils peuvent être entièrement adaptés aux besoins des êtres sensibles et les conditions particulières qui sont devant nous. Donc, l'ordre de la bodhicitta ultime et relative est présenté, comme je l'ai dit, selon la profonde contemplation de Rinpoche sur ce qui est le plus bénéfique. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une façon de dire qu'il ne faille pas adopter la pratique de la bodhicitta relative tant qu'on n'a pas pénétré la vacuité. Ce n'est pas l'esprit dans lequel ceci doit être entendu. Ce texte, La voie vers l'éveil, l'on est censé le mettre en pratique autant que possible, car il y a tant d'instructions pour transformer les adversités et mettre en œuvre l'entraînement de l'esprit au cours de cette vie. L'évaluation de l'entraînement de l'esprit, les engagements de l'entraînement de l'esprit, les conseils pour l'entraînement de l'esprit, tous ces aspects des enseignements sont censés être répétés et idéalement mémorisés afin que nous puissions nous en souvenir au cours de nos journées et de nos nuits, afin de vraiment tenter d'intégrer la pratique de Lojong, notre compréhension de la pratique de Lojong dans notre façon de vivre, dans nos interactions avec les êtres, y inclut nous-mêmes. Les pratiques méditatives spécifiques qui sont données, nous sommes censés les suivre en commençant par chiner pour développer la capacité de l'esprit à bien se concentrer, afin que quand nous arrivons vers la pratique principale qui est la pratique de Tonglen, de donner et de prendre, nous devons déjà avoir la capacité de nous concentrer afin de vraiment le mettre en œuvre correctement. Cela étant dit, cela ne veut pas dire qu'il faille lire ce texte un chapitre à la fois jusqu'à ce que nous comprenions vraiment. Les pratiques peuvent être mises en œuvre de cette façon.
les pratiques sont présentées de façon graduelle, mais le contenu du texte en entier, comme des instructions, un guide pour quelqu'un qui souhaite intégrer leur vie avec les enseignements sur l'entraînement de l'esprit et vraiment devenir un pratiquant de Lojong, le texte doit être vu dans son ensemble et être considéré, reconsidéré et mis en pratique encore et encore. Oui, c'est un texte, comme je l'ai déjà dit, qui n'est pas à être lu et mis de côté. Nous lisons autre chose et le mettons de côté et ainsi de suite. C'est un texte qui peut profondément changer nos vies à partir du moment où nous travaillons avec. C'est un texte, après ma compréhension, qui doit être lu et considéré lentement, encore et encore. C'est un texte qui doit aller de l'extérieur de nous pour devenir quelque chose que nous intégrons à l'intérieur de nous. Il doit devenir une partie de notre esprit, il doit devenir une partie de notre cœur. Et la façon d'y arriver et de travailler avec de la façon la plus proche possible jusqu'à ce que les instructions, les préceptes, les slogans, les engagements et les conseils deviennent tellement intégrés dans notre façon de fonctionner dans le monde que cela en devient un processus naturel que d'appliquer les méthodes de l'entraînement de l'esprit. Pour moi, avoir eu l'opportunité de travailler de manière si étroite avec Rinpoche sur cela, la façon dont je peux respecter et honorer les enseignements qu'il m'a donnés et nous a tous donnés, est la meilleure façon que je puisse honorer tout le temps que j'ai eu l'opportunité de passer avec lui et de faire de mon mieux, de continuer à travailler avec autant que possible, chaque jour, et de l'intégrer dans autant de parties de ma vie que possible. Pas simplement dans un contexte de méditation assise. Les parties du texte spécifiques à la pratique sur le coussin en collaboration avec qui que soit votre professeur de méditation, peuvent être pratiquées graduellement. Mais il y a une partie énorme. Je veux dire que l'entraînement de l'esprit n'est pas seulement une question d'entraîner l'esprit quand nous sommes sur le coussin, mais englobe comment nous vivons chaque partie de notre vie et tente d'infuser, de colorer chaque aspect et tout moment de notre vie, de notre esprit, de notre attention, de notre lucidité. Alors, travailler avec chaque partie de ce texte d'une façon continue nous permet de vraiment d'intégrer les différentes parties. Les pratiques de la méditation assise qui sont présentées là avec les instructions qui sont censées être intégrées avec notre vie quotidienne. Du moins, c'est comme cela que je comprends ce texte et comment j'essaye de travailler avec. Et comment j'ai vraiment essayé de l'intégrer dans ma vie et mes tentatives, quelles qu'elles soient, de le mettre en pratique. Je ressens que c'est la meilleure manière que je puisse respecter ce que Shamar Rinpoche m'a donné comme opportunité de travailler avec lui sur ce texte. Je serais ravie d'entendre vos questions, toutes questions que vous pourriez avoir sur ma manière de travailler avec Shamar Rinpoche, comment c'était de passer du temps avec lui, de travailler avec lui,
de voir comment il réfléchit si profondément aux choses et comment son esprit était toujours tourné, toujours orienté sur comment nous apporter un bienfait et comment il souhaitait que ce texte puisse être le mieux possible pour cela. Donc si vous avez des questions sur ce processus, sur le travail avec lui, je serais très heureuse de les recevoir. Et aussi, s'il y a des parties du texte qui ne sont pas claires, je serais très contente d'essayer de les adresser. Et j'espère que ce témoignage n'était pas trop décousu, que je n'ai pas trop divagué et qu'il apporte de la joie et de l'enthousiasme et un sentiment de connexion avec Rinpoche que ce texte nous apporte. Nous ne l'avons plus avec nous physiquement, mais nous l'avons avec nous néanmoins, avec ces enseignements qui sont là pour nous guider. Et même si cela fait 10 ans que Rinpoche est parti, je suis infiniment reconnaissante de l'avoir avec moi quand je me souviens de comment intégrer ma pratique avec ma vie. Je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de partager mes souvenirs avec vous et j'espère que vous avez capté et j'espère que vous avez capté l'étincelle de joie que cela a été que de travailler avec Rinpoche.